Dans l'interview aujourd'hui, on va parler de Juno, ce prochain câble sous-marin qui sera le plus puissant du monde. Est-ce qu'il va rebattre les cartes de la connectivité? On en parle avec Thomas Lanaute. Bonjour Thomas. Bonjour Delphine. Vous dirigez les opérations commerciales en France et en Europe pour BSO, qui est un fournisseur d'infrastructures pour toutes les opérations critiques. Juno, ce sera vraiment le plus puissant du monde déjà? Le câble sous-marin le plus puissant du monde? Alors oui, aujourd'hui on parle d'une capacité totale de 350 terabits, qui est à peu près 30% de plus que certains câbles plus conventionnels qui sont amenés à sortir de mer dans les prochaines années. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement puissant. Alors on va le décrire un petit peu. Donc il va permettre de relier le Japon aux États-Unis. C'est ça. Donc c'est un câble transpacifique. Transpacifique, exactement. Et il y avait une nécessité de renforcer la connectivité entre ces deux continents? Oui, il y a toujours une nécessité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raisons pour créer de nouveaux câbles sous-marins. Une des premières raisons, c'est de faire face à l'augmentation du trafic Internet. Depuis 2016, on estime que tous les ans, c'est 25% de croissance du trafic Internet en plus. Le trafic Internet, c'est quoi? C'est la vidéo, c'est les réseaux sociaux, le surf, ça correspond à peu près à 70% de l'utilisation de l'Internet. Donc il faut créer de nouvelles autoroutes, toujours de plus en plus puissantes pour pallier à la pénurie de bandes passantes, parce que sur certains câbles, dans certaines zones, post-Covid, il y a une pénurie de bandes passantes. Quand vous dites qu'il y a une pénurie de bandes passantes, ça se ressent aujourd'hui sur la vitesse du trafic? Pas forcément sur la vitesse, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir des engorgements de réseau. Donc il est très important de désenclaver certaines zones et de tout le temps permettre... Et ça se traduit par quoi, ces engorgements de réseau? Eh bien, concrètement, il y a certains câbles très connus qui passent par l'océan Indien, où pour nous autres opérateurs télécoms, il devient très difficile d'acheter ce qu'on appelle des longueurs d'onde à 100 gigas, qui est l'incrément minimum lorsqu'on achète de la capacité sur un câble sous-marin. Et donc, on ne peut plus acheter de capacité sur certains câbles. Donc on va se porter sur d'autres câbles, mais qui ne seront pas forcément les plus rapides ou qui ne correspondent pas à notre cahier des charges. Donc il est important d'avoir tout le temps une offre diversifiée de câbles. Alors qui sont ces nouveaux financiers, là, tous ceux qui investissent dans ces câbles sous-marins qui sont hyper stratégiques? Parce qu'on a parlé de l'arrivée des GAFAM. Enfin, ils ne vont pas financer tous les câbles sous-marins de la planète. Non, alors on peut en parler. Alors, Il y a les opérateurs télécoms classiques. Oui. Alors, déjà pour contextualiser l'importance des câbles sous-marins, aujourd'hui c'est 475 câbles sous-marins. Ça représente 1,2 million de kilomètres de fibre, soit 3 allées simples Terre-Lune. C'est dire l'importance de ce réseau fibre optique. De la même manière, il y a 10 000 milliards de dollars de transactions financières qui passent par jour. Et aujourd'hui, c'est 99% du trafic Internet qui passe par ces câbles. Donc, qui sont les propriétaires? Ça a été pendant très longtemps les opérateurs télécoms et les investisseurs privés qui créent des consortiums avec plus de 10 propriétaires, copropriétaires sur ces câbles. Et depuis 15 ans, les GAFAM arrivent en masse. Aujourd'hui, Google, Meta possèdent chacun des participations ou en propre une vingtaine de câbles. Aujourd'hui, c'est 50% de la capacité en bande passante et dans 5 ans, on estime qu'ils auront 80% de la capacité en bande passante. Alors, il y a également des initiatives souveraines. La Chine investit à travers ses filiales dans des câbles sous-marins. C'est la stratégie de la route de la soie digitale. Et il y a également des initiatives privées. On en avait parlé sur le plateau il y a quelques temps. Et la ligne qui relie le Brésil à l'Europe. Oui. Et Juno, qui pour le coup appartient à un consortium du conglomérat japonais Mitsui et PC Landing, une société spécialisée dans le câble. Donc il y a encore des initiatives, on va dire, carrière neutrale, agnostique aux GAFAM. D'accord. Mais enfin, c'est quoi? C'est 20% du marché demain seulement qui sera disponible si on enlève les GAFAM et la Chine, c'est ça? À peu près. Mais ça correspond aussi à la demande et à la topologie du trafic Internet mondial aujourd'hui. Comment vous nous dites qu'on a des risques d'engorgement déjà aujourd'hui sur certains câbles. Comment vous définiriez l'état des câbles et du réseau sous-marin d'Internet? Alors, le réseau des câbles sous-marins a été mis à mal pendant la pandémie. C'est-à-dire qu'un câble, c'est quelque chose de très fragile, déjà une durée de vie de 25 ans. Donc là, on arrive sur un cycle de renouvellement? Oui, on arrive sur un cycle, oui, effectivement, parce que les premiers câbles sont sortis de mer au début des années 2000. Donc, c'est pour ça qu'il est important de renouveler en permanence. Et donc,
Comme je le disais, un câble a besoin de beaucoup de maintenance. Un câble repose à 4000 mètres au fond des mers, voire un peu plus ou un peu moins. Donc, il est important de toujours apporter une maintenance très précise à ces câbles. Et après la pandémie, il n'y a pas eu de maintenance pendant 1 an et demi, donc beaucoup de câbles ont été affectés par des maintenances, avec une pénurie même de bateaux câbliers pour aller récupérer les câbles pour les réparer. Donc, c'est un enjeu très sensible en ce moment. Et alors, est-ce que ce Juno, lui, est capable de rebattre les cartes de la connectivité, Est-ce que ça va vraiment changer la donne aujourd'hui sur l'Internet mondial ? Alors, Juno fait partie d'une initiative de construction de nouveaux câbles entre les US et l'Asie. Juno, c'est 350 terabits. Il y a d'autres initiatives sponsorisées, financées par Google, comme Topaz, qui fera 240 terabits. D'autres câbles comme Echo, dont les copropriétaires sont Google et Meta. Oui, effectivement, ça va rebattre les cartes, mais c'est une initiative parmi d'autres. C'est d'autant plus important qu'un câble sous-marin est souvent vecteur de croissance économique, parce que ça va désenclaver, favoriser la croissance de certains pays. Google fait état d'un impact sur les 5 dernières années à travers ses investissements dans les câbles sous-marins, d'une augmentation du PIB de la zone Asie, APAC, de 425 milliards de dollars. C'est dire l'importance de l'arrivée d'un nouveau câble. Il y a combien de nouveaux câbles sous-marins comme ça par an qui émergent ? Alors beaucoup. C'est un secteur en pleine croissance. En 2020, on estime qu'il y a 36 câbles qui sont sortis des mers. Ah oui, c'est impressionnant. Alors, il y a aussi, en matière de connectivité, il y a aussi la question satellitaire. Est-ce que le câble sous-marin va devenir un peu archaïque par rapport aux nouvelles constellations satellites, ou les deux sont-ils complémentaires ? Alors, les deux sont complémentaires. Alors, il y a aussi un mythe comme quoi le satellite serait 1000 fois moins performant. Alors, aujourd'hui, le rapport est de 1 à 10, 1 à 20. Aujourd'hui, le satellite, c'est quoi ? Il y a deux solutions. Il y a le satellite géostationnaire qui gravite à 36 000 km au-dessus de nous. Il y a également toutes les nouvelles constellations de satellites à orbite basse. Oui. Donc, c'est notamment le cas de Starlink, avec 1500 satellites qui couvrent l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, les temps d'accès aux machines sont un peu plus importants avec le satellite. On parle de 600 millisecondes pour le géostationnaire, 35 millisecondes pour l'orbite basse, ce qui est trop pour des applications gourmandes en bande passante. En revanche... Mais ça peut évoluer. Alors, c'est en train d'évoluer, mais si on se place d'un point de vue consommateur ou entreprise, la fibre optique permet des débits jusqu'à 1 à 2 gigas, voire plus. Oui. Donc, on sera toujours sur des rapports, ce qui fait que l'utilisation est différente. Aujourd'hui, le satellite va être utilisé dans des zones reculées, pour les compagnies aériennes, pour les compagnies de bateaux, et également dans des territoires très compliqués d'accès. On a entendu parler de Elon Musk qui a financé jusqu'à 25 000 terminaux Starlink, ce qui coûte très très cher. Mais en revanche, c'est un impact important, c'est du soft power qui va permettre tout de même à des pays, à des populations d'avoir accès à Internet malgré la défaillance des réseaux ou le fait qu'ils soient détruits. Donc ça peut donner quand même un petit coup de vieux à la fibre optique. Ça restera toujours complémentaire parce que vraiment ça va répondre ça va permettre des applications sur des territoires où la fibre optique... Pour les marchés dont vous vous occupez, par exemple les marchés de crypto-monnaies, les échanges en crypto-actifs, aujourd'hui c'est la fibre optique qui est la reine. Alors c'est la fibre optique parce que le maître mot, c'est la latence, c'est la rapidité. Ouais. Donc le satellite ne peut pas rentrer dans le scope des solutions à utiliser. Alors je voulais juste qu'on termine avec un point sur la hausse des prix de l'énergie. Quelles conséquences ça peut avoir sur le développement des câbles ? Alors, bien évidemment, l'impact de l'énergie, l'augmentation du prix de l'énergie, aujourd'hui, dans les data centers, c'est entre 25, 30, 40%. Ça peut être même plus en fonction des zones. Donc, il y a un impact et il faut vraiment le prendre en considération. Maintenant, si on rapporte l'augmentation du prix de l'électricité par rapport à la bande passante générée, le prix au mégabit, en tout cas la conséquence au prix du mégabit est relativement marginale. En revanche, c'est effectivement le coût d'exploitation de ces câbles et le coût d'exploitation de toute la filière digitale qui est derrière qui est impacté. Juste pour terminer, Juno, ce nouveau câble le plus puissant du monde, quand est-ce qu'il va sortir de mer ? Alors, en 2024, et voilà, il aura ceci de particulier, c'est qu'il y aura un point d'atterrissement aux US et 2 points d'atterrissement au Japon
pour pallier au risque sismique notamment, puisque c'est vraiment un enjeu sur la région. Donc en ce sens, ça sera une autoroute de l'information très fiable et très puissante. Merci beaucoup, c'était Thomas Lanotte. Merci pour vos éclairages sur ce sujet des câbles sous-marins. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial de BSO, directeur commercial Europe de BSO. À suivre dans Smart Tech, c'est le Tech Talk.